Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Territoire Ecovar, l'émission économique de Var Matin. Nous sommes aujourd'hui à Signes dans les locaux de H24 Project pour parler hydrogène. Et si le sujet ne semble plus sous le feu des projecteurs, ça n'empêche pas des projets varois de se développer. C'est ce dont nous allons parler avec nos 4 invités dans le Café de l'Éco. L'entreprise du mois, c'est celle qui nous accueille ce matin, H24 Project, qui développe depuis plusieurs années un prototype de véhicule de course à hydrogène, attendu dès l'année prochaine à titre expérimental sur le circuit du Mans. Et enfin, le poste sera assuré par Hassen Loucheni, qui nous parlera de l'association qu'il préside, Delta, association des entreprises de la zone d'activité de Signes. Et tout de suite, le Café de l'Éco. Fin 2021, le président Emmanuel Macron faisait de l'hydrogène une priorité pour le développement de l'industrie. Plus de 3 ans après, on a encore du mal à voir la concrétisation de ce discours dans les faits. L'hydrogène est-il passé au second plan et comment développer des projets dans ces conditions? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Pour ce Café de l'Éco, nous recevons Bassel Aslan, directeur technique de mission H24, dont l'entreprise H24 Project nous vous accueille aujourd'hui. À vos côtés, Bertrand Leguigné, vous êtes de la CCI du Var et chargé de mission hydrogène à la CCI France. Cédric Jolivet, bonjour, vous êtes chef de projet à GRDF. Et enfin, Cyril Dufault-Sanso, président d'I2Gen, porteur de projet d'une usine de production d'hydrogène vert à Signes. Cette usine, Sunrise, accuse déjà 2 ans de retard. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? On a rencontré principalement des difficultés liées à l'émergence d'une nouvelle industrie, d'une nouvelle filière. La découverte pour les services de l'État des complexités en termes d'autorisation et de mise à jour de la réglementation d'un côté. Et puis également l'émergence de solutions commerciales, puisque, je le rappelle, l'hydrogène, et notamment renouvelable, est envisagé pour des solutions de mobilité et des solutions industrielles. Mais il faut que les véhicules arrivent, il faut que les industriels fassent le pas. Donc tout ça conjugué fait ce qu'on appelle dans le domaine une problématique de la poule et de l'œuf. Et puis nous, on a navigué autour de ça, donc on a rencontré des difficultés, mais qui sont somme toute classiques et aujourd'hui qui sont résolues et qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Et justement, quelles sont les prochaines échéances? Quand est-ce qu'on pourra voir cette usine ? Aujourd'hui, la dernière étape, c'était la confirmation de la puissance électrique pour notre usine, qui a été octroyée fin février. Donc maintenant, on est en train d'attacher les derniers éléments commerciaux avec nos clients et nos partenaires également comme GRDF, qui fait que on prévoit de produire nos premières molécules dans le courant de 2026, donc dans un peu plus d'1 an maintenant. Bassel Aslan, bonjour. Vous êtes un des artisans de mission H24, donc ce projet un peu fou qui consiste à avoir roulé sur les circuits de course des voitures à hydrogène. Est-ce que vous avez essuyé les mêmes plâtres finalement que I2Gen, comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire le début d'une nouvelle aventure technologique qui fait que forcément il y a des freins, il y a des interrogations, il y a un besoin pour les pouvoirs publics de s'adapter. Est-ce que vous avez eu des obstacles? Vous les avez encore? Évidemment, on a eu beaucoup d'obstacles et ce qui est normal, c'est le début d'une nouvelle aventure et j'ai envie de dire que ce qui nous a permis de surmonter les obstacles, c'est qu'avec notre partenaire principal qui est l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, on croyait vraiment à cette technologie, à la technologie hydrogène. On croyait vraiment que c'est l'unique alternative viable qui pourra remplacer l'énergie fossile actuelle dans le motorsport. En gardant l'esprit de motorsport et l'enthousiasme et la passion. Parce que l'esprit du motorsport, y a une question de motorisation et de performance. Ouais. On n'est pas dans l'électrique. Non.
Effectivement. Et c'est ce qui vous a fait convaincre un petit peu cet univers très particulier de verdir son activité. En fait, il y a le Formula électrique que on a tous vu, on a vu ses limites aussi. On a vu que, ok, c'est décarboné, c'est l'électrique, par contre, c'est limité au niveau de performance, ça permet pas de garder l'esprit et la passion et la motivation et l'enthousiasme de motorsport, l'adrénaline qui fait vibrer les gens. Et du coup, l'hydrogène se posait comme une alternative vraiment viable qui permet à la fois de décarboner le motorsport et garder cet esprit. Pour ça, ce croyance qui a démarré en 2018 entre nous et l'ACO, ça nous a poussé à surmonter les différents obstacles que tout le monde a subir à certains moments parce que... Par exemple au début, personne ne croyait. Personne pensait que on n'arrivera jamais à faire une voiture de course qui est capable de révaler les voitures thermiques. Et on a fait la première prototype, le deuxième prototype dans le cadre de Mission H24. On a montré qu'avec le deuxième prototype, on a réussi à participer et finir 4 courses dans le championnat de Michelin Le Mans Cup. Et ça montrait déjà que cette technologie, elle pourra avoir sa place sur un circuit et il pourra être fiable, adapté au motorsport pour franchir la ligne de fin. Donc de 2018 à aujourd'hui, on voit quand même le laps de temps. C'est effectivement. Cédric Jolivet, chez GRDF, on croit à l'hydrogène pour décarboner l'énergie. En quoi c'est un enjeu en fait pour vous ? Alors en fait pour GRDF, l'enjeu c'est que dans notre projet d'entreprise, l'hydrogène vient également en complément sur le développement des gaz renouvelables. C'est une brique essentielle du développement des gaz renouvelables. On se positionne aussi comme distributeur du dernier kilomètre. Pour refaire la métaphore de Cyril, il y a la poule et l'œuf, et nous, c'est de faire le trait d'union entre la poule et l'œuf. Donc il y a des producteurs, il y a des consommateurs. Actuellement, il y a des solutions comme du tube trailer pour distribuer ou transporter de l'hydrogène. L'intérêt de le faire par canalisation, c'est qu'en fait, on a une baisse de polluants atmosphériques, on n'a pas de pollution liée au transport de l'hydrogène, et surtout, ça permet d'avoir un coût très concurrentiel et maîtrisé sur l'accès à ce vecteur énergétique. Donc de réduire de manière conséquente et en toute sécurité l'accessibilité de cette énergie. Donc ça veut dire utiliser finalement les mêmes canalisations que le gaz que vous distribuez actuellement, qui, rappelons-le, est à 90% d'origine fossile. Aujourd'hui, le gaz vert, c'est une très petite partie de ce qui est distribué. Donc l'hydrogène demain pourrait alimenter par exemple des industriels, et je crois que c'est un peu la piste d'Hy2Gen et de Sunrise aujourd'hui, via ces canalisations qui sont aujourd'hui utilisées pour le gaz fossile. Alors exactement, actuellement on a une trajectoire qui est exponentielle dans le développement des gaz renouvelables. Je rappelle, en 2001, il y avait une unité de méthanisation qui produit du gaz renouvelable. Actuellement, on a plus de 750. Et en 10 ans, il y a eu à peu près 12 TWh de gaz renouvelable qui ont été produits. En termes de canalisation, il y a à peu près une étude européenne qui a été réalisée. 98% des canalisations existantes sont compatibles avec l'hydrogène. Mais dans notre stratégie, dans notre feuille de route technique et industrielle, il y a eu beaucoup de recherches et développements qui ont été faits pour valider l'ensemble des matériaux et des infrastructures pour valider comme quoi ça fonctionnait de manière efficiente et en toute sécurité. Et donc dans les premiers projets que l'on va développer, d'ici 2026, d'ici 2027, ça sera des canalisations neuves, des réseaux neufs qui seront posés pour distribuer de l'hydrogène. Pour en fait valoriser le savoir-faire gazier qui est la conception, réalisation et exploitation maintenance de ces ouvrages. Et d'ailleurs, on a une plateforme de formation qui a été inaugurée en 2024 à Saint-Étienne-de-Montluc pour en fait former les pompiers et les exploitants de GRDF sur les métiers de l'hydrogène. D'accord, donc on voit que la filière avance puisqu'on commence à former finalement sur de nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Bertrand Le Guigné, donc vous représentez pour CCI France, vous êtes basé dans le Var et vous représentez pour CCI France la filière hydrogène. Alors par contre, petite déception, la fameuse pile qui devait être alimentée par de l'hydrogène vert et dans le cadre de l'électrification
l'exploitation des quais à Brégaillon. Vous, la CCI, clairement, pour l'instant, vous abandonnez parce que c'est trop cher, ça a mis trop de temps. Eh bien, effectivement, on est confronté aux difficultés d'une filière qui n'est pas encore mature, notamment au niveau technique et au niveau financier. Et les devis qu'on avait eus sur la solution, finalement, une fois qu'il y a eu le go et le soutien de nos partenaires financiers, finalement, le devis avait vraiment augmenté. Et donc, on n'a pas pu réaliser cet investissement. Moi, ce que je trouve intéressant, là, c'est qu'on a l'exemple clairement de toute la filière hydrogène avec la production, l'usage, la distribution. On voit que la compétition permet de la R&D, mais si je voulais donner un exemple, il faut savoir que le partenaire Symbio, aujourd'hui, équipe des fourgons Stellantis. Donc la filière automobile, sur les véhicules utilitaires légers, il y a des usages qui sont très pertinents. Et pour vous donner un exemple de l'accélération de la filière, Stellantis a été capable de diviser le prix par 2 et d'augmenter la capacité et l'autonomie par 2 en moins de 2 ans. Donc, en fait, malgré tout, quand on sait qu'une Saxo électrique, la première était de 1995, je trouve que l'hydrogène finalement est finalement... Ça va pas si lentement que ça. Exactement. Donc dans ce que vous dites, ça veut dire, et on en a la confirmation donc avec votre prototype, il faut pour que l'hydrogène aille plus vite, il faut faut des usages concrets qui soient présentés et qui soient soutenus aussi par soit des clients, soit les pouvoirs publics, pour que derrière la filière s'accélère. Vous, c'est le cas avec vos potentiels clients constructeurs de véhicules? Alors, il y a effectivement différents usages, et on va dire qu'aujourd'hui, il va y avoir l'industrie lourde et ensuite ce qu'on appelle la mobilité lourde, qui vont être un peu les cibles prioritaires. C'est là où l'hydrogène a vraiment du sens. Et la stratégie nationale hydrogène française a été établie il y a quelques années et elle a besoin maintenant d'être mise à jour et d'être affichée. Et notamment, on est en attente de mobilisation et de soutien public sur les véhicules utilitaires légers et la mobilité lourde, les poids lourds, tels qu'on peut les avoir d'ores et déjà sur l'électrique. Voilà. Donc effectivement, ça nécessite un petit coup de pouce de l'État. Qui pour l'instant n'est pas encore là. Voilà. Sur la mobilité, on attend des éléments. En fait... Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut déjà franchir le premier pas. Comme j'ai dit au début, l'ambiance générale au début de la programme Mission H24, très peu de gens croyaient à l'hydrogène. Nous, à l'ACO, on était là en première, on croyait bien. Et dès qu'on a montré que c'est viable, c'est possible qu'on construise un moteur de course, on était rejoint par plusieurs partenaires industriels de poids. Oui, on le voit derrière vous, Total Energy, Michelin. C'est des gens en fait qui ont fait ce choix stratégique. Ils voyaient les choses vraiment en long terme. Si ça ralentit actuellement, ça ne change pas le nord, comme on dit. Il y a vraiment une vision stratégique pour, comme vous avez dit, pour les applications exigeantes. En fait, l'hydrogène, c'est vraiment une alternative viable pour les applications exigeantes. Et le motorsport, c'est une des exemples des applications exigeantes. De poids lourds, vraiment aviation. Il y en a aussi des applications industrielles qui sont vraiment très demandantes, très exigeantes de point de vue énergétique. Et l'hydrogène, ça pourrait être la réponse. Alors la filière est jeune, on l'a compris, il manque un peu de temps pour qu'elle se développe concrètement, des petits coups de pouce aussi de la part des pouvoirs publics. C'est quelque chose que vous appuyez, que vous ressentez aussi vous au quotidien Clairement, vous l'avez dit au début en introduction, l'hydrogène semble moins tendance aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 2 ou 3 ans par exemple, et tout simplement parce que les usages aujourd'hui sont compliqués, les modèles d'affaires sont difficiles, ce qui impose toute la filière à se focaliser sur les plus pertinents.
Il y avait la pile à combustible pour le raccordement à quai, on l'a vu, c'est une idée qui est très très bonne, qui est peut-être pas mature aujourd'hui de par les technologies disponibles et les coûts. Donc c'est pas un usage prioritaire, mais il y a d'autres usages qui font du sens. Alors pour l'utilisateur final, parce que ça va lui apporter une compétitivité supérieure, parce qu'il va avoir un avantage concurrentiel, ou parce que l'enjeu de décarbonation est important pour son image. Donc aujourd'hui, nous, comme toute la filière, on se focalise sur ces usages-là, sur ces partenaires-là, pour les aider à émerger. Donc il y a du tri à faire, forcément, mais il y a encore des cas d'usage comme dans l'industrie, hein, par exemple. Hein, l'enjeu de décarbonation est important, c'est une démarche qui est volontariste pour plusieurs acteurs. Dans la mobilité, c'est pareil. Hein, la mobilité dernier kilomètre, par exemple, ou les chariots élévateurs, ça aussi, c'est des usages qui font du sens et qui sont capables de démontrer une pertinence économique. Donc c'est vraiment là-dessus où on se focalise. Je vous rappelle au début, il y a 8 ans maintenant, quand on a créé l'écosystème Innovar, sous l'impulsion de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, c'était vraiment d'agglomérer tous les partenaires qui avaient un intérêt. Bon, maintenant, il faut trier tout ça, les prioriser, et c'est ce que fait la filière aujourd'hui. Alors, vous parliez de coûts, c'est une filière qui coûte très cher à développer, en fait ? C'est compliqué de répondre à cette question, en fait. Comme Sunrise, on rappelle le montant de l'investissement, et est-ce qu'entre le début du projet et aujourd'hui, puisqu'on a pris un peu de retard, est-ce que ces montants ont évolué ? Alors, les montants ont évolué, puis on l'a rationalisé. Et c'est ça aussi comment on fait évoluer une filière. Par exemple, au début, on était sur un investissement global de 15 millions d'euros, qui, à périmètre équivalent, est monté ensuite à 24 millions d'euros. Donc là, on est clairement dans l'inflation liée au coût des matières premières, etc. Et puis, en fait, on a été capable, en faisant évoluer le modèle pour adresser le besoin des plus pertinents, conjointement avec une distribution par pipeline et non plus une distribution par tube trailer, on a ramené l'investissement à 14 millions d'euros aujourd'hui. Oui, parce que donc avec GRDF, vous réfléchissez actuellement, même plus que réfléchissez, hein, vous avancez sur l'idée d'alimenter certains industriels de la zone de Signes en particulier par l'hydrogène que Sunrise produira très prochainement. Ça se traduirait par quoi ? Donc installer de nouveaux pipelines sur la zone ? Alors oui, donc l'idée c'est de faire le trait d'union entre les producteurs et des consommateurs. Donc en fait c'est créer un nouveau réseau sur le plateau de Signes, d'environ 3 km qui pourrait s'étendre à 6 km, alimenté. On voit du moment où il va y avoir plusieurs usagers, plusieurs clients, va y avoir du réseau qui va s'étendre. Et l'intérêt, c'est que plus il y a de consommation, moins le réseau coûte cher. Et donc, c'est une alternative hyper concurrentielle par rapport au tube trailer. Le tube trailer, si vous pouvez expliquer. Le tube trailer, c'est le transport d'hydrogène compressé, soit 300 bars, soit 700 bars, par les routes. Donc en fait, on comprime l'hydrogène dans des bonbonnes et on traverse les collectivités. Et donc, donc on perd un peu en décarbonation quand même. Alors en fait, on se retrouve avec le transport de matières dangereuses et donc on peut avoir certains élus locaux qui s'opposent au transport de matières dangereuses. Donc là, on recoupe sur l'acceptabilité et l'appropriation locale des projets. Et quand on a une canalisation enterrée, en fait, l'impact pour la population et les collectivités est très très réduit. L'investissement dans ce cas-là est assuré par qui de ces canalisations et donc de ce nouveau marché en fait ? Alors il y a plusieurs modèles. Nous, côté GRDF, on prend en charge les investissements des ouvrages et ensuite après ça sera un prix qui sera facturé au kilogramme d'hydrogène distribué. Après dans les premiers projets on voit que ce qui est important c'est d'avoir les premiers démonstrateurs et montrer que c'est possible et faire un écosystème territorial. Et dans ce cadre, il y a actuellement une démarche qui est lancée par la région Sud sur les Hydrogen Valley Large Scale et dans lequel GRDF, on va probablement candidater pour potentiellement avoir des subventions au niveau de la construction de ces premiers ouvrages, pour ainsi baisser au maximum le prix pour les clients finaux des premières molécules d'hydrogène qui seraient distribuées.
Oui, parce qu'on rappelle que la région s'était affichée assez tôt aussi comme un soutien à la filière, avec depuis 2019 près de 9 millions d'euros de soutien par cette collectivité. Vous parliez à l'instant de l'écosystème Innovar. Aujourd'hui, c'est quoi Innovar? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé là aussi au moment de son lancement. Innovar, effectivement, c'était stimuler un peu à la fois la production et les usages. Et donc, on est ravis aujourd'hui que sur le projet de Signes, cela émerge. Après, effectivement, le système portuaire, on est toujours à l'écoute des solutions, hein. Il faut savoir que pendant qu'on parle, la technologie évolue et aujourd'hui, on est capable, il y a des moteurs hors bord qui tournent à hydrogène. Donc on a aussi des nouvelles technologies qui apparaissent, comme les moteurs thermiques à hydrogène, qui vont peut-être permettre de faire la transition entre le carburant fossile et les piles à combustible. Et donc nous, on est extrêmement à l'écoute de tout ça, parce que ça rendra peut-être les solutions beaucoup plus accessibles financièrement. Et ça va permettre justement de créer ces écosystèmes. Donc on a besoin à la fois d'avoir quasi simultanément de la production, de la distribution et des usages. Et c'est ça qui effectivement rend complexe les choses. Nous on continue, la CC du Var continue à s'investir énormément. On est leader d'un programme européen qui s'appelle H2Move, qui réunit justement le système transfrontalier italien avec Ligurie, Toscane, la Corse, la Sardaigne, le 06 et le 83, pour justement générer un écosystème avec un usage maritime favorisé. Voilà. Donc c'est effectivement un travail de longue haleine, mais qui donne des premiers résultats. Comment se situe le Var dans le développement de cette filière hydrogène par rapport au reste de la France? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a des avancées plus grandes? Alors, il y a une vraie dynamique qui a été impulsée il y a un moment, et après l'hydrogène, on parle d'une filière industrielle, et ça dépend des territoires. Vous avez des territoires où par exemple Belfort, c'est un territoire qui s'est positionné très tôt sur ce sujet, donc on a là un écosystème de fabrication et de fabricants assez fort. Vous avez d'autres territoires qui sont sur les usages. Nous, le Var, aujourd'hui, en tout cas en PACA, l'industrie, ça va être plutôt FOSS, mais ça c'est historique. Et nous, effectivement, on essaye de pousser tous les usages autour de petits écosystèmes ou d'écosystèmes dans des zones d'activité et sur des usages mobilité et maritimes et terrestres. Donc on fait partie des CCI les plus dynamiques sur ce sujet. Merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, on passe à l'entreprise du mois. L'entreprise du mois, c'est H24 Project qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux et qui développe depuis plusieurs années un prototype de véhicule de course à hydrogène dont on découvre tout de suite les images. Très heureux de vous accueillir sur le stand Mission H24. Donc vous avez aujourd'hui devant vous cette voiture qui est la troisième génération des laboratoires de Mission H24. La première était la LMP-H2G, ensuite il y a eu la H24 qui a roulé en course, qui a fait 3 courses, qui avait démarré à Imola et qui a fini ces 3 courses. Et puis aujourd'hui cette H24 Evo. Nous optons désormais pour le stockage liquide. Pourquoi? Posez question. Tout simplement, il y a une solution technique très importante parce que nous avons identifié le potentiel et les limites de stockage sous forme gazeuse. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous êtes majorité des experts, la densité de stockage c'est beaucoup plus élevé en forme liquide, sans oublier le ravitaillement, qui est le plus important pour garder l'enthousiasme, pour garder l'excitation, le piment de la course. Il faut ravitailler vite. On ne se permet pas de passer des longues minutes pour ravitailler.
Jean-Michel Bourrèche, bonjour. Vous êtes président cofondateur donc de H24 Project. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette folle histoire, en fait, un peu de ce prototype de voiture de course à hydrogène? Bonjour. H24 Project est un bureau d'études spécialisé dans la conception de groupes motopropulseurs électriques hydrogène de forte puissance. Nous avons vu le jour en 2012. À l'époque, nous appelions Green GT Technologies. Depuis 2022, nous sommes devenus H24 Project. En 2018, nous nous sommes associés avec l'ACO, l'organisateur des 24 heures du Mans. L'Automobile Club de l'Ouest. Automobile Club de l'Ouest, qui organise aussi le championnat du monde d'endurance. Ils avaient besoin d'un prototype pour démontrer la nouvelle technologie électrique hydrogène. Nous avions besoin d'une plateforme de communication. Le mariage s'est fait tout naturellement. Nous avons construit plusieurs prototypes. Le dernier en date est la H24 Evo, que vous voyez ici en maquette. C'est un prototype qui fonctionnera à l'hydrogène liquide. Nous avons autour de nous, de Mission H24, plusieurs partenaires techniques de grands industriels de l'automobile, comme Total Energy, Symbio, Michelin, Dietzmann et depuis peu McLaren, Bosch, Multimatic. Oui, des partenaires de renom, comme quoi l'hydrogène non seulement intrigue mais attire des grands noms du milieu. Ah oui, les grands constructeurs automobiles, les grands équipementiers automobiles s'intéressent, sont très actifs sur le sujet. Et à l'horizon 2028, ils devraient participer aux 24 heures du Mans avec des ambitions de victoire. Donc ça veut dire que les clients potentiels d'H24 Project, ça va être des constructeurs, des écuries qui vont regarder attentivement le prototype que vous allez faire rouler en 2026, me semble-t-il, au Mans, et peut-être derrière pour vous commander des véhicules. Alors aujourd'hui, la H24 Evo, si vous voulez, c'est un démonstrateur, c'est un laboratoire pour des grands équipementiers automobiles qui rejoint Mission H24. Ce véhicule a été présenté au Mans en 2025. Son design a été présenté. Ses partenaires techniques vont être présentés au Mans cette année. Et en 2026, effectivement, il fera ses premiers tours de roue. À l'issue, un programme sportif sera déterminé, mais il est encore un petit peu trop tôt pour en parler. Vous étiez déjà dans l'automobile avant ce projet hydrogène. Comment se fait la bascule entre les deux mondes? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de... ça a été tout de suite une évidence que demain la compétition automobile pouvait se verdir en optant pour la solution hydrogène? Oui, alors pour ma part, je travaille dans le sport automobile depuis 1995. J'avais fondé une écurie qui s'appelle JMB Racing. Et en 2010, je me suis intéressé de très très près à cette transition énergétique. Nous avions déjà des contacts établis avec les 24 heures du Mans, avec l'ACO, leur objectif étant de décarboner le sport automobile. C'est un sujet passionnant, techniquement, humainement, tout à reconstruire. On a une équipe d'ingénieurs au sein de Mission H24 très performants, jeunes, dynamiques. C'est un très beau challenge à relever. Vous êtes combien dans Mission H24 aujourd'hui? Ils viennent d'où toutes ces compétences? Vous les avez recrutées comment dans un secteur qui est pionnier encore? Oui, alors on a de jeunes ingénieurs, c'est une dizaine de personnes, le bureau d'études d'H24 Project. Mais on a notre directeur technique, par exemple, a fait une bonne partie de sa carrière en Formule 1, chez Ferrari, chez Alpine. Notre directeur de la simulation aussi, vient aussi de la Scuderia Ferrari. C'est aussi pour eux un nouveau challenge à relever. Après une dizaine ou une quinzaine d'années en sport automobile, ce challenge à horizon 2028-2029 excite tout le monde. C'est le principe, si vous voulez, si on devait résumer l'hydrogène, si vous voulez, la filière hydrogène, c'est qu'on a aujourd'hui le même niveau de performance qu'un moteur thermique, la même autonomie, on ravitaille en moins de 3 minutes et on ne rejette que de la vapeur d'eau. Donc c'est un fabuleux challenge sur le plan technologique.
c'est un petit peu long dans la mesure où, au-delà de la construction du véhicule en lui-même, il y a les infrastructures à construire autour. C'est ça, j'allais vous dire, Le Mans donc, est prêt, ouvre une catégorie en 2028, donc ça veut dire que l'infrastructure s'est équipée pour pouvoir accueillir ce type de véhicule. Est-ce qu'il y a d'autres sites de course dans le monde qui sont prêts à faire ça et concrètement, ça représente quoi pour un circuit de s'équiper de façon à accueillir des véhicules à hydrogène ? Alors c'est le gros challenge, parce que construire une voiture, avec les partenaires qui nous entourent, vraiment chacun spécialise dans son domaine, de la pile à combustible au moteur, au réservoir. Les solutions existent, on doit les intégrer. Par contre, il y a effectivement des infrastructures à construire pour les organisateurs. Ça, c'est un gros challenge. Alors, l'ACO est accompagné pour relever ce challenge de Total Energy, mais qui les accompagne en fait dans leur transition énergétique. L'objectif étant de décarboner le sport automobile. Alors, ça, encore un autre sujet, quand on parle d'industrialiser l'hydrogène, parce que des infrastructures sur un circuit, c'est une chose, sur un réseau routier, c'en est encore une autre. C'est ça, mais on parle de sport automobile et c'est aussi dans les années à venir, peut-être tout à chacun qui pourrait conduire une voiture à hydrogène. Ah, complètement. Si vous voulez, le sport automobile, ça a toujours été un formidable laboratoire, un banc d'essai, si vous voulez, grandeur nature. Ce qu'on réalise sur un circuit, les industriels doivent le réaliser sur un environnement beaucoup plus large. Et là, on parle de l'automobile, mais il y a d'autres applications dans le maritime, il y a le transport routier, il y a le ferroviaire. C'est un très large sujet. L'industrie automobile s'intéresse à ce que vous faites, au-delà donc des véhicules de compétition. Vous avez des marques d'intérêt de constructeurs automobiles pour les usages du quotidien ? Oui, complètement. L'ACO travaille, a constitué il y a plusieurs années déjà, depuis 2018, un groupe de travail. Donc 8 constructeurs aujourd'hui sont autour de la table. Il faut savoir que les technologies développées dans la course automobile, je vais prendre l'exemple de Symbio par exemple, qui développe un système, une pile à combustible pour notre voiture de course. C'est précisément ce système qui va être dupliqué plus tard dans le transport routier. Vous voyez ça à quel horizon ? À quel horizon vous imaginez des véhicules à hydrogène sur nos axes routiers ? Encore une fois, ça dépend des infrastructures. Il faut avoir la capacité à ravitailler. Donc pour ça, en 1, il faut produire de l'hydrogène vert. 2, il faut savoir le stocker, le distribuer. C'est le gros challenge. Et je dirais que cet aspect, la course automobile, la FIA a le sujet en main, avec l'ACO. Pour l'industrialiser, si on parle de la filière hydrogène, les politiques ont un très gros rôle à jouer. Oui, on l'a vu tout à l'heure dans le Café de l'Écho, il faut que les pouvoirs publics maintiennent leur soutien à la filière hydrogène. Vous, sur la durée du développement d'H24 Project, anciennement donc Green GT, est-ce que vous avez vu ce soutien faiblir finalement ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'à une époque, être une entreprise qui développait des solutions à hydrogène, c'était plus facile qu'aujourd'hui ? On est un peu moins sous les feux des projecteurs ? Alors, nous, on a commencé Green GT en 2012, on a commencé en réalisant nous-mêmes la boîte de vitesse, la pile à combustible, la batterie, parce qu'aucun grand équipementier était sur le marché. Aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup plus facile, dans la mesure où une dynamique s'est mise en place. On est largement accompagné. Les constructeurs, de grands constructeurs, roulent aujourd'hui, comme Toyota, comme Alpine. D'autres travaillent aujourd'hui sur banc d'essai. Mais non, je suis très optimiste et on est dans une très bonne dynamique. Aujourd'hui, H24 Project vit du soutien de ses partenaires, ou il y a du chiffre d'affaires par rapport à l'activité qui est là aussi ? Ah non, on vit complètement de... Nos partenaires sont des partenaires techniques, mais des partenaires financiers. Un projet, pour vous situer, pour parler très concrètement, un projet comme la H24 EVO, c'est 11 millions d'euros générés pour concevoir, construire et développer ce prototype.
Donc il faut du soutien de partenaires solides, mais qui demeurent plus que jamais à vos côtés, visiblement. Oui, mais les perspectives sont très bonnes. Oui, par exemple, on avait 5 gros partenaires en 2018. Aujourd'hui, en 2024, en 2025, nous avons 12 partenaires avec nous. On a signé dernièrement, par exemple, Fortescue. Fortescue, pour le grand public, c'est peut-être moins connu. C'est un énorme groupe minier australien. Leur dernière acquisition, c'est Williams en Formule 1. On a signé des partenaires comme Bosch, comme McLaren. Non, le sujet est fort intéressant et on est très confiant pour l'avenir. Merci Jean-Michel Bourèche. Et tout de suite, le poste. Merci. Nous recevons pour le poste Hassen Loucheni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'entreprise Sauvalrêve sur le plateau de Signes, mais aussi le président de l'association de la zone d'activité. C'est d'ailleurs une association plutôt dynamique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors nous l'avons créée il y a environ deux années. Nous venons même passer le cap des 2 ans. Il y avait un besoin fort et une grande demande au sein de la zone d'activité du plateau de Signes. On s'est réunis à quelques entreprises, quelques entrepreneurs. On s'est mis autour de la table. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Comment on va l'articuler ? Et surtout, qu'est-ce que vont trouver les entreprises auprès de cette association ? Alors on l'appelait Delta par rapport à la zone géographique. Si vous regardez bien sur une carte, ça fait vraiment un delta entre le circuit du Castellet, Signes et l'autre côté, le côté Cuges. Alors c'est une association de loi 1901. Aujourd'hui, elle regroupe environ une centaine d'entreprises adhérentes. Nous avons intégré aussi depuis 2024, mi-2024, quelques partenaires adhérents. Pour vous donner une idée de cette zone d'activité, elle regroupe environ 187 sociétés, de presque 2600 salariés. Donc c'est une zone d'activité qui est plutôt active. Elle a une évolution, une expansion que va lui donner la Chambre de commerce avec 40 hectares supplémentaires, ce qui veut dire 40 lots supplémentaires, donc 40 entreprises prochainement qui devraient arriver sur le plateau de Signes. Les terrains de ces 40 hectares vont être mis à la vente à partir de janvier 2026. Aujourd'hui, ils en sont au niveau des VRD, donc toute la partie viabilisation du terrain. Voilà. Donc c'est une zone d'entreprise assez diversifiée. On y trouve de l'industrie, du service, de l'alimentaire, de l'automobile comme ici. Oui. Elle avait jusqu'à présent un gros problème de mobilité, cette zone. Vous êtes battu pour avoir des liaisons de transport collectif. C'est le cas depuis peu, je crois. Vous avez une ligne de bus à titre expérimental. Absolument. Alors il faut, en aparté, en fait, l'association Delta, elle a trois commissions. Commission hygiène-environnement, une commission DRH finance et une commission événementielle. La partie transport-environnement, donc on a Magali Ortiz qui s'est battue là pendant toute l'année 2024 de manière acharnée pour pouvoir essayer d'obtenir une ligne de transport en commun qui pourrait, je dirais, arriver on va dire de l'aire toulonnaise vers le plateau de Signes. On a réussi effectivement à pouvoir avoir cette ligne qui débute courant mars à l'essai et jusque fin juin. À partir de là, on va faire un bilan, un point de la manière dont ça se déroule. Est-ce qu'il y a vraiment du monde qui prend cette ligne et on va essayer non pas de l'étendre, mais de la faire en tout cas évoluer. Aujourd'hui, elle démarre, si on peut rentrer légèrement dans le détail, elle part de la gare de Sanary au Lioul. Elle passe par Bandol, avec un arrêt sur Bandol, un arrêt sur l'Acadière, là où aujourd'hui on a un point à la sortie de l'autoroute. Ensuite, elle traverse le Bossé avec 2 arrêts. Et ensuite, elle monte sur le parc d'activité du plateau de Signes, 3 arrêts, un à l'entrée côté Est, un vers le centre de vie, et enfin à la sortie Cuges. Et le terminal se fait au circuit du Castellet.
Ce qui va vous aider à recruter, parce que c'était un frein au recrutement, l'accès à la zone de Signes. Alors c'est un des soucis que nous avions effectivement pour l'accessibilité de la zone de Signes, c'est la mobilité, mais aussi le logement. En fait, les deux quand même sont liés, parce qu'on manque de logement pour nos salariés. On a une grande partie en tout cas de salariés qui viennent ou d'Aubagne, Cuges, voire même de l'autre côté Méhoun, Signes, Méhoun. Voilà. Mais c'est vrai que ça va nous donner un vrai coup de main. D'ailleurs, on communique beaucoup sur LinkedIn sur cette nouvelle ligne, de manière à ce que les gens en parlent et que les entreprises aussi en discutent aussi avec leurs salariés, parce qu'il y a le problème des salariés, il y a le problème des futurs recrutements. On a aujourd'hui une carence en termes de recrutement. On a à peu près 110 postes qui sont ouverts sur le plateau de Signes et qui ne sont pas pourvus. Ils ne sont pas pourvus essentiellement aussi par rapport à cette problématique de mobilité. Hassen Loucheni, merci. Merci à toute l'équipe de Territoire Ecovar. Merci Loris Biondi, merci Sophie Doncé, merci Guilhem Ricavi, merci Amandine. Merci Marie-Cécile. On se retrouve fin avril pour une nouvelle émission de Territoire Ecovar. En attendant, n'hésitez pas à partager celle-ci sur les réseaux sociaux. À très bientôt.